Donc bonjour à tous, merci d'être venus dans cette masterclass. On va vous parler donc d'opinion mining à travers la détection de topics et la détection de sentiments sur un certain nombre de canaux et voir un peu ensemble concrètement qu'est-ce qu'on peut en faire et comment ça peut s'inscrire dans vos stratégies marketing. Voilà, juste une petite peur avant de commencer le masterclass sur le fait d'avoir un Wi-Fi pour faire une démo un peu en live et voir la puissance qu'on peut avoir de ces usages. Donc je me présente, Cédric Missoff, donc je travaille chez Business et Décision, je suis directeur conseil de l'agence de l'Ouest. Donc on couvre principalement les villes de Nantes, Rennes, Niort, Angers sur la région, et bien entendu on couvre toute la France à travers le groupe. Donc ma principale mission c'est de créer des offres pour nos clients qui sont orientés métiers par rapport à des use cases qui sont vos problématiques au quotidien. Bonjour à tous, Erwan Joss. Moi je suis arrivé il y a 5 ans chez Business et Décision et je suis data scientist. Et on va vous présenter aujourd'hui du coup tout notre travail qu'on a fait sur le topic sentiment analysis. Donc rapidement, le groupe Business et Décision, c'est 2000, même 500 personnes maintenant dans le monde, dont 1500 en France. On appartient au groupe Orange et donc on fait la promesse du voyage de la donnée, c'est-à-dire que Orange crée la donnée, la stocke, la transporte et donc ils nous ont racheté pour pouvoir la valoriser et avoir une offre de bout en bout pour nos clients. Aujourd'hui, on porte principalement 8 offres au travers de notre activité. Donc dès qu'il y a le mot data dans une phrase, on sait faire, voilà, pour faire simple. Et un prisme digital assez fort autour principalement du CRM, du marketing automation et de ce type d'offres autour des opinion mining par exemple. Donc pourquoi on va parler topic et sentiment analysis aujourd'hui et pourquoi c'est intéressant maintenant, c'est principalement parce qu'on considère que sur les dernières années, il y a eu un réel changement de la part des clients dans leur comportement. C'est vrai que si vous remontez 10 ans en arrière, votre source de contact avec une entreprise était principalement soit le contact en magasin, soit le contact par téléphone. Et aujourd'hui, on voit que via toute la naissance des réseaux sociaux et via tous les moyens de communication qu'un client a avec une entreprise, on voit que la force a un peu changé. Aujourd'hui, le client devient vraiment acteur d'une marque de l'entreprise, contribuer à sa réputation, et s'il n'est pas content, c'est faire le savoir. Et c'est toute cette information en plus, on voit que 90% de la donnée générée l'a été les 2 dernières années, principalement grâce ou à cause de ces nouveaux canaux sociaux. Et qui ont comme désavantage de changer un peu le format de données qu'on est habitué à manipuler, de plus avoir des indicateurs en données structurées, mais de passer à la donnée non structurée, qui est beaucoup plus compliquée à gérer. Donc on a lancé un petit chrono depuis le début de la conférence. Si, je l'ai lancé. Pour savoir ce qui se passait sur les réseaux sociaux depuis le temps qu'on parle. Donc ça fait pas très longtemps qu'on parle, ça fait même pas 5 minutes. On voit pas ce que tu fais, faut que tu quittes et voilà. Donc on voit que ça fait même pas 8 minutes que la conférence a commencé. Et si tu descends encore, non, même pas 2 minutes, pardon, pas du tout 8 minutes, et on voit qu'il y a déjà eu... Vas-y, c'est Voilà, ce qu'on voit clairement, c'est qu'on voit en temps réel le nombre d'objets qui se créent dans le monde à travers le nombre de scripts de Instagram, en termes de likes, en termes de posts, en termes de recherche Google. Donc on voit que depuis 2 minutes 30, il y a eu 11 millions de recherches Google qui ont été effectuées. De posts Facebook, 8 millions. Donc là, on va clairement avoir des topics à analyser sur ces sujets-là. On voit également des notions de recherche, de likes. Donc le like, typiquement, te permet d'avoir une opinion plutôt positive, plutôt négative. Ça donne des indices. Voilà, donc on voit clairement ce qu'on voulait vous montrer, c'est que ce n'est pas des paroles en l'air. Quand on parle vraiment d'explosion de données, on en a on va dire une preuve avérée qu'on peut voir en temps réel. Donc c'est assez impressionnant. À chaque fois que je le regarde, je me dis toujours waouh quand même. On parle beaucoup de Green IT typiquement. Voilà, 460 millions d'emails envoyés depuis qu'on a commencé à discuter. Donc c'est assez impressionnant. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc on voit qu'il y a quand même énormément de nouveaux canaux d'écoute. On en a vu bonne partie juste avant, d'accord? Et que, en tant que consommateur, on est amené
à s'exprimer sur ces canaux. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle manière de fonctionner entre sa marque préférée et soi. On va aller discuter avec elle, directement ou indirectement, à travers l'ensemble de ces canaux. Et du coup, ce mode de consommation, ce mode d'écoute, ce mode d'échange influence les autres consommateurs. On est les premiers, hein, moi le premier, avant de choisir, je sais pas, un objet, une maison de vacances, une chambre d'hôtel, je vais aller voir les notes, les étoiles, je vais aller voir les commentaires, les plus, les moins. Celui qui n'a pas de commentaires, je vais pas regarder au démarrage. Si j'ai pas le choix, j'irai là-bas, mais sinon je vais commencer, voilà, je vais me trier. Et les algorithmes, d'ailleurs, automatiquement vous proposent ceux qui ont le plus d'informations disponibles à montrer pour, on va dire, inciter un acte d'achat. Ce matin, sur une autre masterclass, on parlait de côté émotionnel, de l'émotionnel, marketing émotionnel. On est vraiment là-dedans. Je vous vois un commentaire qui est génial. Ça m'aide à déclencher un acte d'achat. Et on voit que d'un point de vue entreprise, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir une vision globale de son client. On parle beaucoup de vision 360, de savoir comment on a communiqué avec son client et quand on a communiqué avec son client. Là où c'était assez simple avant, on voit que maintenant, via tous ces canaux de communication et via tous les moyens de contact avec le client, avoir une vision globale de celui-ci devient de plus en plus compliqué. Et les fois où on va faire l'effort d'analyser un retour NPS ou d'analyser des commentaires sur les réseaux sociaux sur un produit, en fait, c'est quelque chose qu'on va tout en passer à la maille globale, on va rarement descendre au niveau du client et on ne va pas aller contacter le client mécontent. Et pourquoi on le fait encore très peu souvent, cette analyse sur nos bases de texte? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment très long, qui est répétitif et qui est très souvent one shot. On a du mal à l'industrialiser, on est souvent hors système et c'est quelque chose qui est vraiment prenant en temps. Donc on a essayé de catégoriser en 5 grands... Enfin, on a essayé de prendre 5 cas d'usage très fréquents dans nos métiers qu'on va vous présenter. On va voir comment le Topic et Sentiment Analysis peut répondre justement à ces problématiques métiers qui, je l'espère, vont vous parler et que vous vivez au quotidien. Du coup, le premier cas d'usage qu'on a ciblé concerne le service client. Comment répondre plus efficacement à votre client? On voit que via principalement un chatbot, quand je vais me faire contacter par un client et que la personne derrière va prendre la main sur le chatbot, la question peut être parfois compliquée à répondre. Et le service client va avoir du mal à soit engager les bonnes actions suite à la demande du client, ou soit à comprendre vraiment ce que veut dire le client. Un autre cas d'usage va concerner le produit. Donc là, on distingue 2 cas. Le cas d'un produit existant. Donc là, notre problématique, c'est comment connaître les points forts et points faibles de mes produits, principalement à partir des bases de commentaires. On voit qu'aujourd'hui, sur chacune des pages produits, il y a tout un tas de commentaires qui sont associés à chacun des produits. Et comme Cédric le disait, c'est souvent les premiers commentaires qu'on va regarder pour prendre la décision d'achat du produit ou non. Aujourd'hui, on ne s'en sert pas pour identifier les points forts, points faibles d'un produit. Et le deuxième cas va être lors d'un lancement d'un nouveau produit. On va pouvoir se servir des commentaires des réseaux sociaux pour identifier s'il y a eu un problème dans mon lancement ou pour pouvoir rectifier au plus vite la trajectoire de mon lancement de produit. Ouais. Est-ce que la stratégie de lancement est bonne? Est-ce que j'ai des adaptations à faire en local, en région, en magasin, selon les différents canaux pour ajuster en temps réel et m'assurer qu'il y ait un maximum de chances de ma campagne marketing sur le nouveau lancement produit? Et quand on parle de campagne, bien sûr, il y a beaucoup de campagnes différentes. Aujourd'hui, on voulait faire le focus sur les campagnes MPS, puisqu'on parle d'avis client. L'idée, c'est de recueillir, pour ceux qui ne connaissent pas, souvent suite à un acte d'achat ou une interaction avec la marque, on va demander de plus en plus systématiquement qu'avez-vous pensé de votre relation. En général, pour le conseiller, ensuite, la seconde question globalement par rapport à votre demande, et puis parfois, on vous demande même un petit texte libre où vous pouvez écrire un peu ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, c'est concrètement qu'est-ce que j'en fais et est-ce que réellement aujourd'hui, on est en mesure de prendre en compte cette opinion remontée et le traduire en action de proactivité vers le client. Du point de vue e-réputation, donc sur l'e-réputation, concrètement, on va principalement scanner des éléments événementiels de type est-ce qu'il y a des pics d'activité normaux ou anormaux sur ma marque ou un élément de ma communication institutionnelle, par exemple. Là-dessus, on peut évoquer un exemple d'une marque Adidas, par exemple, qui avait lancé une promotion, je ne sais pas si vous vous rappelez,
Il y a eu une petite défaillance dans la promotion. Il y avait 60-70 € de réduction et 100 minimum d'achat. Bon, je peux vous dire que les gens se sont rués dessus et plus vite on peut détecter ça et mieux c'est. Et le dernier cas, c'est encore une fois le client. Comment concrètement on peut qualifier les interactions. Ce matin également on parlait du parcours client avec un ensemble d'interactions. Donc on parle beaucoup d'interactions de canaux. Donc il y a le push, le SMS, les mails, le magasin, le courrier. Bref, il y a un certain nombre de connexions, d'accord, avec le client. Et comment on arrive à les qualifier, les enregistrer et les intégrer dans votre base de connaissances dans cette idée de client 360 degrés. Donc pour répondre à toutes ces problématiques qu'on se pose, pour nous on propose deux méthodes. On propose deux grandes familles d'algorithmes. La première va être la détection de topics. Donc qu'est-ce que la détection de topics? Bien souvent on va se baser sur des bases de données produits, des bases de données issues des réseaux sociaux, des bases de données laissées par des clients sur notre site internet. Et toute cette masse d'informations, on va essayer de faire un premier travail de détection de topics. Par détection de topics, j'entends détection de thèmes abordés par mes clients. On voit que traiter globalement tous les commentaires comme un seul et même sujet, ça n'a pas forcément de sens. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est parmi tous les commentaires qui ont été laissés par mes clients, d'essayer de les caractériser par thème. Par exemple, si je me place dans le cas d'usage d'un vendeur de cosmétiques, sur un produit comme le rouge à lèvres, je vais avoir plusieurs commentaires produits et sur chacun de ces commentaires produits, je vais essayer de les affecter à ce commentaire-là parle de la tenue du produit, ce commentaire-là parle plutôt du prix du produit, ce commentaire-là parle plutôt d'un problème de livraison lié au produit. Et une fois qu'on a détecté chacun de ces thèmes, donc le prix, la tenue, la couleur par exemple, l'objectif va être d'analyser les sentiments liés à chacun de ces thèmes. Parce que même si on a identifié le thème, là où est aussi la valeur, c'est de savoir si le thème est abordé de façon positive ou de façon négative. Est-ce que quand j'évoque le prix d'un produit, j'en parle de façon positive? Est-ce que quand j'évoque la couleur d'un produit, j'en parle de façon négative? Auquel cas c'est considéré comme une faiblesse du produit et puis comme une force du produit. Donc là on voit bien qu'à la fois il y a le texte et puis il y a toutes ces interactions qu'on a vues tout à l'heure sur les réseaux sociaux avec des likes, des pouces, des smileys, qui ne sont pas des données entre guillemets structurées, mais qu'on va récupérer et on va dire les valoriser sur cette expression de sentiment. Donc si on repart à partir des problématiques qu'on s'est posées tout à l'heure et qu'on voit comment on peut essayer de répondre à ces problématiques via ces deux moyens, sur notre problématique de service client qui était d'essayer d'optimiser la réponse du conseiller, via la détection de topics, on va pouvoir traiter toutes les demandes qui ont été faites au service client, par exemple sur les 6 derniers mois, via un chatbot, et essayer de détecter les problématiques récurrentes qui sont posées par les clients. Le service client traite très souvent les problèmes de manière unitaire, mais on ne prend pas souvent de recul sur tout ce qui a été posé comme question au service client sur les 6 derniers mois. Et via cette détection de topics, ça va par exemple nous servir à identifier le fait que la moitié de nos questions sont sur des problèmes d'offres. Typiquement, j'ai une offre anniversaire que j'ai envoyée à moi-même le 23 septembre. Cette offre, elle dure 2 semaines, sauf que j'ai pas utilisé l'offre assez vite. Et comme beaucoup de personnes, je contacte le service client en disant excusez-moi, j'ai une semaine de retard, est-ce qu'on peut rouvrir cette offre? Le fait de caractériser et de savoir que la moitié des contacts à mon service client concerne cette réouverture d'offre va me permettre de prendre la décision de peut-être prolonger l'offre en général, soit prolonger les offres, soit donner la main au conseiller pour réouvrir l'offre et pas que le conseiller envoie une requête à d'autres personnes, au chargé d'offre. Au niveau de l'analyse produit, une des réponses qu'on peut apporter, c'est typiquement l'identification d'une erreur sur une fiche produit. La dernière fois, on parlait avec un client, il nous disait qu'il avait analysé ça, ça lui avait permis de détecter très rapidement que la couleur du fauteuil qu'il avait sur sa photo de vente, en fait, était différente de celle de la description de produit. Et du coup, il se faisait contacter par des clients sur cette problématique qui étaient en doute, qui contactaient du coup directement l'entreprise pour savoir de quelle couleur était réellement le fauteuil qu'il voulait acheter. Et en fait, ça génère de la frustration, enfin plutôt de la peur du client et ce qui va l'empêcher d'acheter et d'aller acheter sur un site concurrent. S'il y a un doute, en fait, ça va bloquer en fait, le processus d'achat.
comme on est sur quelque chose, on va dire, lié au ressenti, si mon parcours, entre guillemets, est adapté et que je me sens bien dedans, je vais aller jusqu'au bout. Si à un moment donné, il y a une rupture émotionnelle ou de confiance, alors il va y avoir une rupture de l'achat. Potentiellement, je vais aller sur un site concurrent pour acheter le même produit, où je vois la bonne photo, et donc du coup je vais l'acheter parce que je sais ce que j'achète et je suis confiant par rapport à ça. Et donc on veut éviter ces ruptures, en fait. Et pour ça, il faut qu'on soit irréprochable sur ce qu'on met à disposition du client et savoir effectivement capter ce qu'il dit, parce que finalement, il nous parle. De la même manière, sur les campagnes, si on prend les exemples des campagnes MPS, bon, il n'y a rien de pire que de recevoir une campagne, vous exprimez une insatisfaction, et puis il ne se passe rien. C'est-à-dire que il n'y a aucun retour de la marque vers vous. Est-ce qu'ils l'ont lu? Est-ce qu'ils ne l'ont pas lu? À quoi ça sert de faire ça? Puisqu'à chaque fois que je dis que ça ne va pas, je n'ai pas de retour. Alors qu'à l'inverse, on est en train de systématiser ces enquêtes. Que vous alliez remplacer des pneus, que vous alliez acheter quelque chose en contact commercial, contact téléphonique avec un opérateur téléphonique. Dans tous les cas, de plus en plus, on systématise l'approche pour capter ce qu'a vécu le client. Donc il y a deux enjeux. Un, le prendre en compte et réagir en action. Et deux, intégrer cette interaction dans votre SI pour pouvoir le réutiliser plus tard pour une meilleure connaissance client. L'e-réputation, également, est un sujet de prédilection pour ce type d'offre. On va pouvoir typiquement détecter, on va dire, un pic, alors anormal ou normal, mais souvent on regarde plutôt le côté négatif des choses. Typiquement, si on prend l'exemple du slip français, il y a peu de temps, sur une histoire qui s'est passée hors réseau professionnel, et ça a généré un boom, un pic d'activité sur la marque. L'idée, c'est comment j'anticipe, comment je peux mieux appréhender mes gestions de crise sur la partie institutionnelle, marketing, pour enrayer ou à minima rassurer mes clients. Et enfin, le dernier, le prisme client, bien entendu. Un client déçu par une expérience, par exemple, en magasin. Concrètement, comment je traite le sujet? Est-ce qu'il y a une action de formation? Est-ce que c'est toujours le même magasin que les gens se plaignent? Est-ce que c'est de manière générale? Je vais pouvoir commencer, grâce à ces topics, à mettre en place une analyse qualitative de mon service. Donc, parcours d'achat et services liés au client. Donc, on voit concrètement que la capacité aujourd'hui à réellement détecter ces sujets-là et le sentiment qui est affecté à ce sujet permet et surtout doit permettre de pouvoir interagir en proactivité ou en réactivité dans le parcours d'achat de vos clients. Du coup, si on vous explique un peu comment ça va se passer, cette phase de traitement de texte, on l'a découpée en 3 grandes étapes. Donc la première va être la phase d'acquisition, qui est une phase très importante. On doit déjà décider sur quelle source de données ou quel type de données on va se baser. Est-ce que ça va être nos bases de commentaires produits, auquel cas on va plutôt se baser sur de la donnée interne? Est-ce que ça va être de la donnée Twitter, auquel cas on va plutôt avoir des contraintes de je ne peux pas récolter plus de 3 semaines d'historique de tweet à chaque fois que je fais une requête sur un compte Twitter, sur un hashtag? Est-ce que je dois lancer une procédure de web scrapping pour aller récolter, je sais pas, un site web ou un autre site internet? Principalement, vous avez peut-être connaissance des influenceurs de votre marque ou des forums sur lesquels on échange de plus sur votre marque. Et donc, il faut savoir effectivement taguer, identifier finalement les différents sites où on parle de vous. Alors, juste, j'ai vu quelques sourires. C'est normal qu'il y ait plein de fautes là-dedans. C'est fait exprès. On va vous expliquer après pourquoi. Donc là, par exemple, si on reprend notre cas d'usage du vendeur de cosmétiques, sur ce fameux rouge à lèvres, on a un commentaire qui est parfait, j'adore ce rouge à lèvres, il tient toute la journée, il est top, il coûte seulement 8 €. Donc déjà là, on voit que nous, en tant qu'être humain, en lisant le commentaire, on sait détecter les thèmes et l'avis que renvoie ce commentaire. Donc on voit qu'il y a une notion de tenue et de prix qui est abordée, et de qualité du produit. Sauf que le commentaire, en l'état, il n'est pas exploitable. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de le rapprocher à partir de d'autres commentaires. Et là, le fait qu'il y ait des fautes, des conjugaisons, des points d'exclamation,
fait qu'on ne peut pas l'exploiter en tant que tel. Donc la première grande étape va être cette étape de nettoyage et de transition, auquel on va principalement effectuer 3 étapes. La première va être d'enlever les mots vides. Les mots vides, c'est les mots qui n'ont pas de sens. Ça va être par exemple les mots de liaison, comme j'adore ce. En ce contexte, il n'apporte pas forcément d'informations. Ah, pareil. Il, pareil. Tout ça, c'est des mots vides de sens. Ils ne portent pas de thématique ni de sentiment. Une fois qu'on va avoir enlevé ces mots vides, on va enlever le dictionnaire des mots métiers. Je m'explique, c'est par exemple dans ce contexte-là, on est sur une page produit rouge à lèvres, donc on se doute que dans chaque commentaire, le mot rouge à lèvres va ressortir dans presque tous mes commentaires. Et sauf qu'il ne nous porte pas d'informations sur notre cas d'usage là, donc on va décider de placer rouge et lèvres dans notre dictionnaire de mots métiers. Donc ce dictionnaire de mots métiers, il varie suivant les contextes, suivant votre problématique, suivant la marque, suivant l'entreprise. Il est à définir aussi avec les métiers. Et enfin, la dernière étape, et presque la plus importante, c'est la phase de lématisation. La phase de lématisation va consister à mettre les verbes à l'impératif. Par exemple, le j'adore va se transformer en adorer. Ce qui va nous permettre de rapprocher et de corriger toutes les fautes, d'enlever les pluriels, de passer tous les verbes à l'impératif. Et la dernière étape, une fois qu'on a fait ça, donc là on arrive avec une base de données de commentaires qui est exploitable. On voit qu'on est passé de ce texte-là à parfait, adoré, tenu, top, seulement euro. Donc on a gardé que les mots qui ont vraiment un sens ou qui vont nous servir à cibler une problématique. Et une fois qu'on a fait ça, c'est là où on va utiliser du coup nos moteurs d'IA. Donc nos moteurs d'IA pour la détection de topics et nos moteurs d'IA pour la détection de sentiments. Et typiquement, sur ce commentaire-là, on voit qu'on a 2 mots pour nous aider à détecter un topic, la tenue et le euro. Donc on va détecter 2 topics sur ce commentaire-là, donc une notion de qualité et une notion de prix. Ensuite, on va se baser sur les mots qui entourent chacun de ces mots-là pour essayer d'estimer un sentiment positif ou négatif. Donc on voit que tenue est entourée par parfait, adoré, top. Donc il y a beaucoup de mots positifs qui ressortent au sujet de cette tenue. Donc on va lui affecter par exemple 3 étoiles pour la qualité. Et pour la notion de prix, on voit qu'il y a seulement 8 euros. Donc là on va lui affecter 2 étoiles parce qu'il n'y a qu'un seul mot qui est associé. Donc là c'est un exemple, en vrai c'est plus compliqué que ça. On met des règles un peu plus compliquées en place. C'est juste pour vous illustrer un peu la thématique et notre manière de procéder sur ça. Ouais. Donc on voit qu'on passe vraiment d'un commentaire où il faut prendre du temps pour l'interpréter, il faut le lire et il faut donner un sens à ce commentaire-là, à quelque chose qui est regardable et compréhensible en 2 secondes. On voit qu'avec ces notions de qualité 3 étoiles, prix 2 étoiles, j'ai pas besoin de relire 2-3 fois le commentaire pour me faire un avis sur celui-ci. Et c'est ce qui va être généralisé sur tous les commentaires, ce qui va nous permettre d'avoir un avis sur chacun des produits. Alors effectivement, il est possible, on vous a un peu menti, de le faire manuellement. C'est-à-dire que vous pouvez être community manager et scanner tous vos tweets, tous vos LinkedIn. Alors si effectivement vous avez peu de clients ou peu d'activités sur une journée, ça peut avoir un sens. Si effectivement vous avez besoin d'industrialiser et de passer dans un mode de réactivité, d'alerting et de proactivité, et de stocker cette information également dans la fiche client finalement pour avoir cette vision plus complémentaire et mieux connaître vos clients, alors il faut passer sur un mode plus industriel qui permet de l'automatiser. Donc on va vous montrer 2 exemples aujourd'hui, un sur le topic, un sur le sentiment. Ici on a illustré différents exemples, ceux qui sont les plus répandus aujourd'hui dans votre activité. Alors pas le premier c'est plutôt de la R&D sur des comptes rendus automatiques liés par rapport à ce qui peut se dire en réunion. Est-ce que c'est une question, est-ce que c'est une décision, est-ce que c'est une information typiquement. Donc c'est pas encore complètement abouti, mais c'est en phase de progression. Le second sur la détection des thèmes abordés lors d'un sondage, MPS ou autre, on en a parlé. Et enfin, la classification automatique des thèmes abordés sur un ou des réseaux sociaux ou des forums, si c'est là qu'il y a plus d'échanges pour votre marque. Et maintenant tout de suite, on va vous faire une petite démo sur la détection des thèmes abordés et la classification. Et on a joué un petit jeu un peu sans filet, puisqu'on a analysé ce matin ce qui pouvait se passer sur l'inbound marketing 2020. Et donc, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a trouvé.
On n'a pas pu forcément exécuter l'ensemble de la chaîne qu'on vous a montré, mais à minima sur la partie topic, on n'a pas mis en place la partie sentiment. On ne voulait pas se mettre des gens à dos éventuellement. En tous les cas, à minima, vous montrer comment on peut faire le lien entre une activité ce matin et finalement il est 15 heures et on sait déjà vous montrer des premiers signes. Et en particulier, le temps que ça charge, on va voir qu'on a détecté trois grands topics. Un principalement sur... c'est le bonne date 28 oui. Vas-y. Donc là, on voit la répartition des tweets par hashtag. Donc typiquement, le premier c'est IMF 2020 et puis inbound marketing. C'est ça. On voit également qu'il faut être très vigilant puisque de temps en temps, inbound marketing par exemple, c'est un mot qui peut être utilisé pour d'autres événements. Le vrai hashtag d'aujourd'hui c'est IMF 2020. Mais beaucoup de gens utilisent inbound marketing. Donc il faut faire également attention quand on traite la donnée, de prendre en compte les éléments événementiels qu'il peut y avoir, de faire des analyses qualitatives, et donc on ne peut pas tout faire automatiquement sans aucune, on va dire, intelligence humaine. C'est ça. Avant ce matin, on était à 10% de hashtag IMF 20 sur la communication qu'il y a eu avant l'événement. Et en fait, on voit qu'en une matinée, donc on a fait tourner notre algo à midi, en une matinée, il y a eu la moitié des tweets qui ont été générés par le IMF 2020. Donc sur 1400, il y en a eu 700 qui ont été générés que dans la matinée. Et si on regarde la répartition par jour, je suis désolé, on ne voit pas très bien, mais la dernière colonne ici, la dernière ligne pardon, va être aujourd'hui, donc ça va être le 28 janvier, et on voit que en termes de volumétrie de tweets, on a eu à peu près 800 tweets qui ont été générés seulement ce matin, avant midi, sur le hashtag IMF 2020. Juste ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a bien, vous voyez, une sorte de communication. Tous les jours, on avait une communication du salon qui nous annonçait soit un événement sur le salon, soit qui allait, quelle masterclass il y aurait. Vous avez tous suivi ça, je pense. Donc on voit une communication plutôt bien, on va dire, étalée dans le temps, depuis le début de la préparation. Et forcément aujourd'hui, un pic d'activité. Donc il s'explique, il est cohérent, il n'est pas anormal. Et le challenge qu'on va essayer de se mettre aujourd'hui, c'est en ayant récolté les tweets à midi, est-ce que je suis capable de caractériser, enfin d'assembler les tweets qui vont ensemble sur aujourd'hui? Sous-entendu, parmi les 800 tweets que j'ai collectés aujourd'hui, quels sont les thèmes abordés? Est-ce que j'ai qu'un seul thème qui est inbound marketing? Ou alors est-ce que parmi l'inbound marketing, j'arrive à dégager des sous-thèmes liés par exemple à des conférences, liés à de la communication de l'événement, liés aux participants, liés aux exposants? Donc si je regarde déjà globalement ce qui s'est dit, je suis désolé, c'est tout petit. On voit que là, je suis au niveau global. Mon nuage de mots qui va ressortir va être les notions de IMF 2020, inbound marketing, marketing, inbound digital, REN digital, d'accord? Donc qui sont des mots-clés qui ressortent naturellement parce qu'on va les retrouver dans tous les mots-clés, dans tous les tweets, pardon. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est justement de ne pas avoir simplement cette vision globale, mais bien d'arriver à, sur chacun des tweets, lui affecter un thème. Donc sur la journée d'aujourd'hui, en ayant fait tourner notre algo à midi, on détecte 4 thèmes différents. D'accord ? On voit que les 4 thèmes comportent à peu près 200 tweets chacun. D'accord ? Il y a 800 tweets au global. Donc on a 4 thèmes avec 200 tweets chacun et on va essayer ensemble de comprendre ces thèmes. Donc on a un premier thème ici. On va retrouver les mots-clés. Donc là, il faut bien que vous compreniez que chacun des tweets du coup va se retrouver affecté à un des 4 thèmes qu'on a classés. Donc on a un premier thème ici, on va retrouver les mots contenir, IMF, vendre, masterclass, créer, outils. Et on a un petit peu triché quand même, on a été regarder le programme avant de venir. Et on voit que ce matin à 11h, on a eu un masterclass sur comment créer des contenus qui font vendre. Et c'est là où on va retrouver les mots-clés de CEO, de vendre, de tout ce qu'on voyait ici, de YouTube, de créer une masterclass, SEO, heure, vendre. D'accord ? Donc on a un premier thème qui est lié à cette première masterclass qui va contenir tous les tweets en gros qui ont été analysés, qui ont été tweetés sur cette masterclass-là. Un deuxième groupe de tweets, quand on regarde le nuage de mots qui en ressort, on voit qu'on a des mots comme remote work, bureau, entreprendre, travailler. On retrouve toujours notre notion de IMF 2020, de distance, de transformation. Et toujours si on va regarder quelles étaient les masterclass de ce matin, on voit que ce matin, de 9h à 10h30,
de 9h30 à 10h30, on avait une conférence sur le travail à distance et sur le fait que les personnes sont de plus en plus demandeuses de télétravail. Et c'est ce qu'on va retrouver ici. Et enfin, les deux autres thèmes, il y en a un qui va concerner toute la communication qui a été faite autour de l'IMF. On va retrouver comme journée marketing pour des notions de première journée de l'Inbound Marketing France, toute la communication événementielle qu'il y a autour. Et enfin, on va avoir un quatrième thème qui, lui, va être plus sur les tweets qui tournent autour de toutes les autres masterclass et toutes les autres conférences avec des notions d'intelligence, d'outils, inbound marketing. D'accord ? Donc ce qui est compliqué à visualiser, c'est que chaque tweet derrière se retrouve vraiment affecté à un thème et on est capable sur chacun des tweets d'affecter une action. Si on passe cette fois à la partie détection de sentiments, vas-y, tu peux peut-être introduire les cas d'usage. Oui, on retrouve donc les différents cas d'usage qu'on a évoqués tout à l'heure, à travers les réputations, l'analyse des points forts et points faibles d'un produit, que ce soit sur une page produit ou un lancement, et enfin la classification des commentaires par avis. Donc là, on va faire un focus sur la partie effectivement sentiment. On a pris l'exemple du rouge à lèvres de tout à l'heure, parce qu'on s'est dit que c'est un sujet qui plaît bien en général. Et le rouge à lèvres avec Cédric. Exactement. Donc on ne va pas faire apparaître la marque. Et l'idée, c'est effectivement de voir comment... elle apparaît quand même. Normalement, elle apparaît pas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a été récolter les commentaires produits associés à chacun des produits, d'accord ? Et le travail qu'on a été faire, c'est que chaque commentaire, on a été lui affecter une note. Donc chaque commentaire va se retrouver avec une note comprise entre 0 et 100. 0 étant une note très négative et 100 étant une note très positive. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, donc chaque produit se retrouve avec un pourcentage de commentaires positifs, négatifs, et on va déjà pouvoir commencer à regarder quel produit a le plus de commentaires négatifs par mois. Négatifs étant des commentaires en dessous de 40, je crois. Donc on voit que par exemple sur ce graphique-là, on a la partie ongles qui se retrouve avec qui est ici, hop, qui se retrouve avec 40% de commentaires négatifs. D'accord ? Donc avec beaucoup de commentaires négatifs comparé à des produits lèvres qui lui a seulement 20% de commentaires négatifs sur la plupart de ses produits. Et on voit que la répartition des notes qui est en bas à droite ici, les notes n'ont pas la même dispersion au sein de chacune des familles. On voit que sur une famille comme le démaquillant par exemple, qui est en jaune ici, on va avoir des notes qui vont pas avoir une énorme dispersion. Alors que à l'inverse, les produits ongles, eux, vont être des produits qui vont avoir des notes qui vont être très très variables. Parce qu'il y a beaucoup plus de nuances dans un produit pour ongles que dans un démaquillant. Si on regarde au niveau produit, ce que ça donne, on voit que sur cette timeline produit, on a un produit qui ressort énormément, qui est notre rouge velouté sans transfert, Lipsin. D'accord, qui a 174 produits sur un seul mois. Et si on essaye d'analyser ensemble ce produit-là, donc on voit qu'en fait ce produit en 2019 ici a vraiment eu un pic d'activité. Après en fouillant un peu avec le client, on s'est aperçu que c'est parce qu'il y avait une grosse campagne de marketing liée à ce produit et que il était vraiment au-dessus des autres en termes de vente, en termes de commentaires, en termes de tout. Et comme je vous le disais, donc chaque commentaire a reçu une note positive ou négative. Et donc là, par exemple, si on prend un exemple de commentaire qui a une note de 3, je m'attendais à une longue tenue, ce qui n'est pas le cas, c'est bien dommage. Donc on voit qu'il y a vraiment un avis négatif derrière ce commentaire, ce qui explique la note de 3,72. A l'inverse, si je prends un commentaire très positif, moi qui adore faire des bisous, c'est juste topissime. Donc on voit que la personne est très très contente de son rouge à lèvres. Et via ce classement en notes, on voit qu'on va pouvoir dégager donc, les mots les plus souvent trouvés dans chacun des commentaires ayant les bonnes notes ou des moins bonnes notes. Et on voit que ce qui ressort sur la partie positive ici va être plus relatif à la tenue, tenir, à la couleur. Et ce qui va ressortir sur l'aspect négatif va plutôt être desséché, asséché, transfert. D'accord ? Donc on arrive très rapidement comme ça à analyser les points forts et les points faibles de chacun des produits. Donc très rapidement, parce que je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps, Ouais, je crois. sur la partie
marché, globalement, on a 4 grands types d'acteurs pour faire ce genre de travail. On va avoir nos généralistes, les SaaS, les TIBCO, les IBM, qui vont eux proposer des solutions de text analysis à l'intérieur de leurs solutions, qui vont être des modules complémentaires. On va avoir des spécialistes comme les Clarabridge, les Discover Text, qui eux sont spécialisés dans l'analyse de sentiments et la détection de topics. On va avoir des outils open source qui sont les outils avec lesquels on a travaillé sur les 2 démos qu'on vous a faites, avec des langages comme R, Python, avec du KNIME. Et on va avoir des API, typiquement avec du Azure Text Analysis, du Google NL, d'IBM Watson LU et du Amazon, qui eux vont proposer, en envoyant un commentaire, de retourner une note associée à celui-là. En fait, on n'a pas fait vraiment le tour du tout le marché. Il y a beaucoup de spécialistes. Ça dépend vraiment de votre contexte, de votre ambition au niveau industrialisation. C'est comme ça qu'on peut déterminer finalement le bon outil à prendre en compte par rapport à l'ambition que vous avez derrière. D'accord ? Donc, on considère aujourd'hui que le travail qu'on peut faire, qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est des travaux qui sont rapides à mettre en place et assez simples. Et il nous faut bien entendu avoir un input métier de votre stratégie commerciale événementielle en amont. Sinon, effectivement, on peut vite dire n'importe quoi à ces chiffres. Qu'en moins d'une semaine, on sait sortir des éléments assez probants sur votre activité, sur différents use cases à déterminer ensemble. Que ce travail d'analyse, aujourd'hui assez répétitif, chronophage, que vous avez à faire, vous, vos équipes, entre guillemets, peut être industrialisé et automatisé pour une bonne partie. Il restera, quoi qu'il arrive, une intelligence métier forte à garder et à conserver pour en tirer tout le bénéfice. Et puis, d'un point de vue client, si réellement demain on est capable effectivement de l'écouter, ce qui est la thématique du masterclass, et de prendre en compte ses avis en proactivité ou réactivité, alors l'image de marque sera forcément bien meilleure et le service que vous proposez à vos clients sera forcément meilleur dans l'objectif du fameux client 360 degrés. Et on a fini. Et on a fini un mot sur le livre blanc. On a écrit un livre blanc sur la data éthique et sur l'IA éthique, si ça peut vous intéresser. Il est disponible sur le blog businessetdecision.com. Allez y faire un tour. Le livre est très intéressant et aborde justement toutes ces nouvelles problématiques liées à l'éthique des données à l'utilisation. Et merci à tous et à toutes. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, on est disponible avec Cédric pour y répondre. Merci.